Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire de présentation du programme Origine le vin à Borne-les-Mimosas. Je suis accompagnée de Emmanuel, qui est donc le promoteur immobilier de cette belle opération. Je vous le présenterai dans un deuxième temps. Hop. Alors, quelques petites consignes pour le webinaire. Je vous demande de couper vos micros. Vous pouvez poser les questions sur questions-réponses ou on y répond immédiatement ou on y répond en fin de webinaire ou alors, évidemment, on aura le loisir d'être à votre disposition, moi et mon équipe, pour répondre à vos questions. Et vous pourrez visionner en replay ce webinaire que je mettrai sur notre site intranet afin que vous puissiez le revoir, enfin que les conseillers en gestion de patrimoine puissent le revoir quand ils le souhaitent. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire de bêtises. Promis, on va être sage. Alors, quelques mots sur Good Property pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, c'est une entreprise que j'ai montée il y a 4 ans. J'avais pour ambition de faire une société de commercialisation dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine, un peu différente de ce qu'il existe sur le marché. Il y a des très gros commercialisateurs qui ont leur place. Moi, je souhaitais me spécialiser dans la mini-coco. Donc, au début de la création, ça n'a pas été facile parce qu'il faut arriver à vous trouver, vous les promoteurs qui faites des petites copropriétés. Mais petit à petit, on a su, avec beaucoup de marketing, beaucoup de prospection et de réseau, trouver quelques opérateurs avec lesquels on a envie de travailler pour pouvoir proposer de la mini-coco et des produits très équilibrés et très différents de ce qu'il existe sur le marché. Urban Links, c'est à vous, Emmanuel. Alors, Urban Links, c'est une société que j'ai créée il y a un peu moins de 10 ans, qui est une société de promotion immobilière. Et effectivement, on se rejoint avec Nelly sur justement notre approche. Alors, en tout cas, moi, j'ai une approche assez artisanale de mon métier, c'est-à-dire que je suis plutôt sur le détail et pour faire un parallèle avec la mode, moi, j'essaie plutôt d'être sur de la haute couture que sur du prêt-à-porter parce que c'est quelque chose qui m'intéresse plus et sur lequel on a une valeur ajoutée plus importante sur les projets. Donc, mes domaines d'intervention, c'est essentiellement sur le logement collectif. Je fais également un peu de bureau sur Aix-Marseille et la Côte-Vardoise. Voilà. Oui, vous restez dans votre secteur géographique. Oui, parce qu'on fait vraiment un métier de proximité, tant au niveau des collectivités que des partenaires, que même des clients finaux, parce que c'est quand même, on a une réactivité plus grande quand on est dans un périmètre d'action de 1 heure à 1 heure et demie. Si jamais il y a un problème sur les programmes, on peut se déplacer et on peut répondre de manière plus réactive aux demandes des clients. Oui, mais c'est une bonne chose. Et il est vrai que moi, c'est un choix que je fais. Parfois, les clients au cabinet en gestion de patrimoine me demandent souvent, oui, mais bon, on ne connaît pas le promoteur. Mais les promoteurs avec lesquels on travaille, nous, et que je choisis et que je rencontre humainement, parce que ça, c'est très important pour moi, sont souvent des promoteurs régionaux et effectivement, ça vous permet d'avoir une bonne maîtrise et un bon suivi de vos opérations qui donnent un service qui est quand même beaucoup plus qualitatif que quand on a un promoteur qui se disperse un peu partout en France et qui a des difficultés à tisser ces liens et ces réseaux pour les travaux, le suivi des chantiers et le reste. Si vous voulez, avec mes éminents confrères nationaux, on n'a pas tout à fait la même approche du métier, la même pratique, on va dire. Parce que moi, je pense que avant tout, j'aime ce que je fais et ça s'exprime à travers le fait que je m'implique à chacune des phases du développement du programme. J'aime tout autant le contact avec les propriétaires, avec les collectivités, avec mes architectes et bien évidemment le contact avec les clients. Moi, je suis présent. À chaque fois, ça surprend ma notaire. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Je suis présent à chacune des signatures avec mes acquéreurs parce que pour moi, c'est important qu'ils puissent mettre un visage sur un nom. Et puis pour eux, c'est quand même souvent un achat dans la pierre, c'est jamais anodin.
Et donc, de sentir que derrière, il n'y a pas qu'une machine, mais il y a des hommes, ça fait partie en tout cas de la pratique que je souhaite mettre en place pour ce métier. On partage ces valeurs d'humanité et c'est vrai pour rien cacher à personne. Avec Emmanuel, on s'est rencontrés sur un roadshow à Marseille et c'est vrai que j'aime ces rencontres-là parce qu'au final, j'ai exprimé moi ce qu'étaient mes valeurs et on s'est rejoint là-dessus et on s'est appelé et on s'est dit tiens, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble sur ce projet. Et en tout cas, je suis très heureuse de partager ce webinaire et de démarrer cette commercialisation de votre opération. Eh bien, pardon, je vous laisse continuer. C'est partagé. C'est partagé. Alors moi, pour la présentation d'Urban Links, alors après, je pourrais compléter si nécessaire. Mais en tout cas, voilà, pour terminer, je dirais que effectivement, cette approche artisanale, comme je l'ai exprimé, elle se concrétise à travers les projets finalement que je vais chercher, tant en nombre où moi je fais un ou deux projets par an, pas plus, et ça suffit à mon bonheur. Et puis en termes de volume de projet, c'est-à-dire que moi j'interviens sur des programmes en général qui sont entre 10 et 30 logements. Alors parce que là, j'arrive encore à conserver une maîtrise et une vraie relation avec l'ensemble des parties prenantes et notamment, bien entendu, avec les acquéreurs parce que c'est quand même eux, au final, qui vont vivre le plus longtemps possible dans les logements qu'on leur conçoit. Exactement, et quelque chose qui est très précisément sur mon métier et tous les cabinets en gestion de patrimoine que j'ai rencontrés depuis longtemps maintenant que je fais ce métier. Ce qui est très important, c'est le client et aussi pour moi, le client des conseillers en gestion de patrimoine parce que ce sont des gens qui tissent des liens très forts avec leurs clients et s'ils sont satisfaits, ça donne de la récurrence, de la recommandation et donc c'est important d'être dans le détail. Moi, j'y crois. Allez, on continue. Hop, parlons de ce beau projet. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Bormes-les-Mimosas? Alors oui, je pense que c'est nécessaire de faire un petit point sur Bormes-les-Mimosas parce qu'au-delà de l'image qu'on peut en avoir de ville du littoral, ville de vacances, etc., c'est avant tout… alors, quand je parle de Bormes-les-Mimosas, souvent, les chiffres que je vais donner, ça concerne Bormes et le Lavandou parce que c'est deux villes qui fonctionnent vraiment ensemble et d'ailleurs, quand on y va, on a du mal à voir la frontière ou la limite entre Bormes et le Lavandou. C'est le même fonctionnement, tout ça. Mais en tout cas, c'est un vrai fonctionnement de village. Ça reste un grand village, Bormes, qui est… alors, c'est 15 000 habitants à l'année, donc c'est suffisant pour avoir tous les services nécessaires à la qualité de vie. Et puis, ça monte à 80 000 euros, à 80 000 personnes, habitants, pendant la période estivale on va dire, de début juillet à fin août. Il faut savoir que la période touristique de Bormes, elle ne se limite pas qu'à juillet-août. Elle commence aux vacances de Pâques et elle se termine aux vacances de la Toussaint. C'est toute cette Donc ça fait… voilà. Et effectivement, c'est toute cette étendue-là dont pourront bénéficier des investisseurs sur notamment un investissement en LMNP. Oui. C'est-à-dire que, bien évidemment, les tarifs de location sont, on va dire, à leur plafond sur la période juillet-août, mais par contre, il y a une vraie appétence et une vraie demande à partir de Pâques jusqu'à la Toussaint. En dehors de cette période-là, il y a encore de l'appétence et de la demande, mais plus sur des longs week-ends par exemple pour les Marseillais dont je fais partie, ou parce que c'est toujours agréable de passer un petit week-end à Bormes-les-Mimosas. Alors, en termes de fonctionnement, ça se ressent aussi au niveau de la manière dont le village est organisé, parce que, si vous voulez, dans le village, il y a 3 secteurs. Il y a le vieux village historique, qui est le village provençal perché, qui est vraiment au début du massif des Morts, avec une très belle vue sur le paysage lointain et notamment sur la mer. Et c'est un village qui, lui, va fonctionner, cette partie-là, elle va fonctionner justement pendant la période touristique.
Quand je dis qu'elle fonctionne, ça veut dire que les commerces et les quelques services qu'il y a seront ouverts entre avril et novembre. D'accord. En dehors de cette période-là, c'est un petit peu désert. Vous avez également un autre secteur qui est assez connu, qui s'appelle le secteur de la Favière, qui vient dans le prolongement du port de Bormes-les-Mimosas. Ce secteur-là est essentiellement constitué de résidences secondaires. Ouais. Il a l'avantage d'être à proximité de la mer et on va dire qu'il a le même fonctionnement en termes de calendaire que le vieux village, à savoir qu'en dehors de la période touristique, pour acheter sa baguette de pain, il faut prendre sa voiture. Voilà. Ou pour aller à la pharmacie. Et vous avez un troisième secteur qui s'appelle le pain de Borne. Le pain de Borne. Voilà, le pain de Borne, c'est justement un noyau villageois qui s'est formé au fil de temps et qui devient le centre névralgique de Bormes-les-Mimosas, parce que vous y retrouvez tous les commerces. Alors, ça va du boucher au boulanger, bien entendu, la petite supérette, le marché, et puis tous les services. Alors, la pharmacie, les médecins, le laboratoire d'analyse, le tabac, bon, tout est là et ça fonctionne toute l'année parce que, en fin de compte, cette partie du village, c'est une belle mixité entre des résidents principaux et des estivaliers, voilà, des résidents secondaires. Et donc, ce qui fait que il y a également une vraie appétence pour ce village, pour ce noyau-là. En tout cas, par exemple, alors bien évidemment pour les vacances, parce qu'on est à 2 km de la mer, hein, voilà. Donc, ça reste, pour les gens qui viennent de Lille, ça reste proche de la mer, ou pour les gens qui viennent de Strasbourg. Voilà. Mais pour les gens qui recherchent une résidence principale ou qui veulent investir en Pinel, eh ben c'est effectivement à cet endroit qu'il faut venir parce que, encore une fois, c'est très on va dire, par les autochtones, c'est le secteur le plus recherché. Oui, et puis ça vit toute l'année. Mais c'est très particulier sur ce genre d'endroits qui sont des endroits où on va en vacances, en week-end. Il y a souvent une très grande pénurie de logements à l'année. Ça arrive au Pays Basque, par exemple. Au Pays Basque, ils ont une pénurie de logements à louer à l'année. Donc, il est vrai que quand on peut… Moi, j'aime ce genre de projet où on peut avoir le choix. On décide de faire un investissement locatif optimisant avec une réduction d'impôt Pinel, et après on peut basculer en meublé à l'année ou de façon estivale. Enfin, j'aime ces produits qui sont transformables. Voilà. Alors, effectivement. C'est exactement, en tout cas, nous, quand j'ai imaginé le projet, c'est exactement vers ce type de demande qu'on allait cibler le programme parce que effectivement, il y a on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du nord de la France. Alors, vu de Marseille, le nord de la France, c'est au-dessus d'Avignon, hein, d'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont du nord de la France qui veulent, dans un premier temps, investir et dans un second temps, soit en profiter comme une résidence secondaire, soit même, ils imaginent pour la retraite, venir s'installer à Bormes-les-Mimosas. Et c'est vrai que c'est quand même une destination très qualitative pour tous les retraités. Il y en a un grand nombre. Il n'y a pas que ça, mais il y en a un grand nombre à Bormes-les-Mimosas. D'accord. Mais alors, quelques clients aussi que j'ai ou quelques demandes que l'on a eues là sur les 2 derniers jours où on a commencé à en parler, où on a aussi une clientèle qui a envie de résidence secondaire, mais qui ne vont pas en profiter dans la totalité et se disent, bon ben voilà, moi je vais garder 15 jours au mois d'août et le week-end de Pâques, et tout le reste, je vais le louer, ce qui fait que on arrive parfois à se trouver des résidences secondaires qui sont parfaitement financées par le fait qu'on peut louer les moments où on n'est pas là. Donc ça, on a plutôt ce genre de demande sur des gros logements. Et on va voir avec la grille tout à l'heure qu'on va avoir des logements qui seront des logements plutôt larges avec
plusieurs couchages qui permettraient d'avoir on va dire un budget locatif plutôt élevé. Dernier petit point avant de passer à la suite sur le quartier en lui-même, parce qu'en fin de compte, c'est un quartier qui revêt un enjeu particulier pour la ville pour la ville de Bormes-les-Mimosas par rapport à ce que je viens de vous dire, et à tel point qu'il y a un projet de requalification de toute la voie, le boulevard du Levant, sur lequel est le programme, et la petite place qui est la place du Pin, qui est à 60 mètres du programme. Il y a un projet de requalification qui est engagé par la ville pour encore hausser la qualité du quartier et le rendre encore plus attractif pour les habitants et pour les estivaliers. Voilà. D'accord, ok. C'est bien d'avoir ce genre d'informations-là pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler de ce qui va se passer après et des envies des mairies, parce que quand on a une mairie qui a envie de faire évoluer sa ville, effectivement, on est sur des choses qui, en termes d'immobilier et de patrimoine, fonctionnent plutôt bien. Exactement. Hop. Allez, est-ce qu'on peut parler de l'architecture? Bien sûr. Alors, il se trouve que justement, moi c'est quelque chose qui, encore une fois, je reviens à la pratique de mon métier, mais je pense qu'on a la chance d'avoir une certaine connaissance de ce qu'est l'architecture, et même si on n'est pas moi je ne suis pas architecte de formation, hein, mais je travaille, à force de travailler avec les architectes, j'ai appris à identifier et puis à apprécier le geste architectural, à essayer de le comprendre. Et je pense que ça fait partie de notre mission aussi, d'offrir cette ouverture, d'une part aux collectivités, parce que tous les maires et même les services urbanisme ne sont pas forcément très ouverts à ce qu'est l'architecture, malheureusement. Et d'autre part, bien évidemment, aux usagers de la ville. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant que quand les gens passent devant un programme, ils se disent « Ah tiens, il se passe quelque chose ». Après, ils aiment ou ils n'aiment pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, tiens, là, il y a quelque chose qui m'attire l'œil, qui vient un petit peu m'interpeller. Et voilà. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'offrir ça, alors, aux gens de la ville, les usagers de la ville, mais également aux futurs propriétaires. C'est de faire, alors ce n'est pas un événement non plus, mais d'en faire quelque chose où derrière, il y a une petite histoire à raconter. Alors, sur ce projet-là, il se trouve que moi, je suis parti avec un jeune architecte parce que c'est un projet qui a une longue histoire. Je ne vais pas vous faire pleurer sur la vie des promoteurs, mais c'est un projet sur lequel moi, j'ai commencé à travailler en 2015. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'était la Société Générale qui vendait une agence immobilière à cet endroit-là, qui avait pour objectif de vendre l'agence. Ils ont commencé à y réfléchir. J'ai travaillé avec eux. Au départ, ils voulaient garder l'agence sur place. Donc, moi, je leur avais fait un truc avec du sale and leaseback sur le site. Et puis, finalement, ils ont tout arrêté et c'est reparti en 2017. Il se trouve qu'en 2015, j'étais avec un architecte qui, entre-temps, est devenu l'associé de Rudy Ricciotti et son chef d'agence. Donc, quand j'ai rappelé en 2017 en disant « Tiens, le projet repart », il me dit « Ah oui, mais alors là, ma situation a changé. Je suis chez Rudy Ricciotti. » Je lui dis « Ah, mais bon, Rudy Ricciotti, sur un projet de cette taille-là, ça ne va pas être possible. » Parce que, oui, parce qu'il y a une question d'échelle. Rudy Ricciotti, il travaille sur des projets à échelle beaucoup plus importante. Mais par contre, il me dit « Si tu veux, j'ai un très bon architecte qui est en train de s'installer, qui a fait toute son école, qui a fait toute sa formation sur Rudy Ricciotti, et qui, lui, peut t'aider. » Je dis, écoute, pourquoi pas. Et je l'ai rencontré, et effectivement, c'est quelqu'un, donc Philippe Berber-Sarkissian, avec lequel je travaille, c'est quelqu'un qui a une vraie vision de ce qu'est l'architecture. En tout cas, moi, ce que j'aime dans l'architecture, c'est-à-dire que ne pas dessiner, faire des choses
sans avoir une signification, sans à ce qu'elle soit pensée, à ce qu'elle soit utile. Et puis voilà, et en même temps avoir, on va dire, cette exigence sur la manière dont on va mettre en place les choses tant sur les façades qu'à l'intérieur du programme. Bien sûr. Alors, sur les façades, justement, là, on s'aperçoit là, sur la perspective qui est diffusée, c'est qu'on a des grands éléments qui viennent rythmer cette façade sur rue. Et en fin de compte, ces grands éléments, ils sont partis d'une réflexion qui est la suivante, c'est que on a sur Bormes-les-Mimosins une carrière qui extrait des pierres de Bormes. Et on s'est dit, mais il faut qu'on travaille la pierre de Bormes, c'est quand même intéressant. Ça participe à la mise en valeur du savoir-faire d'une ville, à la mise en valeur du projet en même temps. Et justement, encore un des points que j'essaie d'appliquer sur mes projets, c'est qu'on n'est pas là pour faire un projet ex nihilo, on est vraiment là pour aussi participer au rayonnement du territoire sur lequel on intervient. Donc, ça passe par ça, et puis ça passe aussi par faire travailler les entreprises locales. Bon. Et donc, on est allé voir cette personne de la carrière, on a travaillé avec lui, et en sortant de là, mon architecte il me dit, ah, mais ça y est, c'est bon, on va faire une falaise habitée. Voilà. Donc, ce projet est une falaise habitée. Et donc, voilà, en fin de compte, on a des éléments assez monumentaux de pierres qui viennent se mettre en façade comme ça et qui derrière les trouées, on va développer des unités de vie, que ce soit dans un premier temps des logias et puis après le logement qui vient s'articuler derrière. Et donc, c'est troué dans cette façade qui donne à voir ce qui se passe un peu derrière et qui permettent également pour les habitants de l'immeuble d'être protégés du reste de la rue, et puis qui donne une vraie signature au projet. Il faut savoir que chaque élément que vous voyez là, c'est entre 2 tonnes et 2 tonnes 5, et c'est des pierres qui pèsent chacune entre 300 et 400 kilos qui sont mises en place. Donc, l'entreprise qui intervient, c'est une entreprise du Lavandou. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui aime ce travail de la pierre et qui vient le faire. Voilà. Donc, voilà pour l'histoire du projet. Alors après, vous voyez que par rapport, on voit un petit bout de l'immeuble qui est à côté, qui est un immeuble des années 80. Alors aujourd'hui, bon, on a une architecture qui est assez datée qui est assez marquée là. Donc, on a réinterprété ça, on a essayé de rester en dialogue avec cet immeuble-là. Et vous voyez que donc on a un petit cadre qui vient bien limiter, qui vient faire le tour de cet immeuble. Et puis, on a une toiture en retrait, parce qu'on est obligé d'avoir des toitures. On a une toiture en retrait sur l'immeuble. Mais de la rue, on n'aura que la perception du cadre qui donne justement cette petite signature contemporaine. Mais vous savez, on parle pas trop d'architecture parce que dans le neuf, c'est vrai que bon, c'est moins facile d'avoir un truc qui soit ou pas en bois ou pas chez nous en briquette. Donc, je trouve que quand on peut avoir la possibilité de faire l'acquisition d'un appartement dans un immeuble où on a une façade en pierre du coin, enfin, pour tout, la revente, à vivre, c'est formidable parce que vous faites l'effort d'être dans le détail. Et c'est ça qui fait aussi la qualité des produits qu'on achète. C'est ça qui fait la différence. Exactement. Et ce qui est assez gratifiant aussi, c'est que finalement, là, il y a 2 semaines, j'étais avec un conseiller municipal de la ville que je connais, et il me dit, mais tu sais quoi? Au dernier conseil municipal, pourtant, ce n'était pas à l'ordre du jour, on a parlé de ton projet. Parce que les pierres, on commence à les poser, et tout le monde dans le village, c'est un petit village, hein, et tout le monde dans le village me dit, oh, mais vous avez vu là ce qu'ils sont en train de faire, et voilà. Alors, encore une fois, il y a des gens qui vont aimer, il y en a d'autres qui ne vont pas aimer, mais par contre, ce n'est pas pour créer le buzz, c'est justement pour dire, mais on est en train il se passe quelque chose à cet endroit-là, quelque chose d'intéressant. Voilà.
Alors, voilà, c'est pour l'architecture. Alors, il y a d'autres petits éléments. Alors, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais qui viennent aussi qualifier les logements. Je pense qu'on pourra en parler plus tard avec les Ouais, plans. mais on Voilà. va continuer. Donc là, on est sur une terrasse au dernier étage. Oui. Oui, parce que en fin de compte, donc on a un immeuble qui est organisé de la manière suivante. On a deux niveaux de sous-sol dans lesquels on va retrouver les stationnements. Au rez-de-chaussée, vous avez du commerce, parce qu'on vient justement, comme on est très central, hein, c'est une des qualités de ce projet-là, c'est qu'on est en plein centre du noyau villageois. C'est-à-dire que vous, dans un périmètre de 60 mètres, vous avez tous les commerces, tous les médecins, tout ce que je vous ai décrit tout à Tout à l'heure, pied. le marché, vous faites tout à pied. Ce qui veut dire que, par exemple, alors c'est très pratique, hein, mais en été, c'est encore plus pratique parce que pendant que les vacanciers sont là en train de tourner pendant trois quarts d'heure pour trouver une place pour acheter la baguette de pain, eh ben, le résident, lui, il aura eu le temps d'acheter sa baguette de pain, de passer, prendre son petit café, de rentrer chez lui et les autres seront encore en train de tourner pour trouver la place. Donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on vient compléter l'offre commerciale parce que ça a tout son sens ici, la centralité. Et aujourd'hui, donc on a deux types de demandes sur lesquelles on est en train de travailler. C'est une petite supérette qui viendrait justement compléter ça, et puis également des demandes liées à de l'activité paramédicale. D'accord, ok. Donc rien de nuisible. Non, pas de nuisance. Alors, je vais vous dire, même, Discothèque. voilà. Alors, ça ne sera pas possible d'installer un restaurant parce que les gaines ne sont pas dimensionnés pour. Donc, le fameux petit restaurant asiatique qui fait plaisir à tout le monde, c'est très bon, mais quand on habite au-dessus, c'est plus compliqué. Et voilà, Voilà, c'est pas possible. c'est très Et bon, mais puis, ailleurs. voilà. Et puis alors, les bars, etc., là, c'est pas possible non plus parce qu'on n'a pas de terrasse. Donc, voilà. Et il y a un café qui fonctionne très bien à 60 mètres de là. Donc, Mais l'épicerie et le paramédical, c'est parfait. bah, écoutez, on ne s'est pas encore concrétisé. On espère voilà, le concrétiser prochainement. Donc, au premier et au deuxième étage, on retrouve des logements, sachant qu'au deuxième étage, on a quelques logements qui sont en duplex. Et donc, les duplex, ils ont l'avantage d'être traversants avec des terrasses. Bon, je ne sais pas, on reviendra peut-être plan par plan, mais en tout cas, là, c'est la vue d'une terrasse d'un duplex, d'une tropézienne puisqu'on a dans les étages des duplex, on vient justement ouvrir la toiture pour pouvoir y loger une petite terrasse en prolongement de la suite parentale. D'accord. Hop. Là, on reparle un petit peu d'architecture. Oui. Alors, moi, ce que j'aime sur les appartements que vous avez faits, c'est qu'ils sont faciles et plutôt bien étudiés, avec un bon espace extérieur assez large pour pouvoir mettre une table et des chaises pour pouvoir en faire un endroit de vie. Parce que ça, souvent on me dit, mais tu es un peu dans le détail, mais c'est important. Enfin, ça ne sert à rien d'avoir, comme dans les années 70, un balcon qui fait 50 cm de large et sur lequel on ne peut absolument rien faire. Donc là, les appartements, les loggia sont étudiés pour pouvoir être à vivre. Exactement. Bah, on est dans le sud quand même. Donc, c'est normal d'offrir ces espaces-là. Et en tout cas, c'est une demande des clients et qui est évidente à cet endroit. Voilà. On a des Alors, chambres. pour les logements, et effectivement, bon, alors, par exemple, c'est intéressant d'avoir ce logement-là parce que celui-ci, par exemple, c'est un logement. Alors, pour tout vous dire, lorsque je suis parti avec l'architecte sur ce programme-là, on avait donc 17 logements. Hein, et par contre, j'ai 27 plans de vente. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous voulez, là, on est sur un T4 qui fait donc 86 mètres carrés. Ça commence à être un joli T4, mais bon, on reste dans des dimensions standards.
je souhaitais également pouvoir proposer, que les commercialisateurs puissent proposer à leurs clients des surfaces un peu atypiques. Et c'est pour ça que, par exemple, ce logement-là, on a également un plan qui est déjà étudié, tout préparé, pour en faire un T3, avec un T3 donc de 86 mètres carrés, avec une pièce de vie qui fait 45 mètres carrés et qui ouvre sur une terrasse qui fait 18 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire que l'été, lorsque vous avez ouvert tous vos châssis coulissants, eh ben, vous avez une pièce qui va faire dans les 65 mètres carrés. Bon, et ça, c'est des choses qu'on a du mal à retrouver dans les programmes neufs parce que ce n'est pas dans les standards. Et que par contre, il y a de la demande là-dessus et les gens sont obligés de se replier sur de l'ancien avec les désagréments de l'ancien. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes performances thermiques, on n'est pas sur le même niveau de charge, on n'a pas les garanties, on n'a pas les frais de notaire réduits, on n'a pas tout ça. Et puis, on n'a pas aussi cette satisfaction d'arriver dans un logement neuf où on sent que tout est, voilà, on est le premier à l'occuper. Oui, bon, où on l'aura quand même fait, conçu. On y aura réfléchi en amont. On parle de modifications. Jusqu'à quand on peut faire des modifications parce que les travaux ont démarré. Ce qui fait aussi la qualité de ce projet, c'est qu'il arrive vite. Oui, tout à fait. Donc, il resterait combien de temps pour décider de modifier une cloison Alors, on va dire que finalement, techniquement, il n'y a pas de limite. La limite, elle va rapidement être financière. C'est-à-dire que autant, par exemple, là, c'est un logement qui est au 2e étage. Nous, on en est aux travaux de gros œuvres, on en est au 1er étage. Là. Donc, les travaux du 2e étage en gros œuvres vont commencer d'ici 2 semaines. Donc, le cloisonnement n'est pas encore fait. Par contre, on a par exemple tiré tous les réseaux électriques. Donc, ce qui veut dire que si on veut changer les cloisons ici, c'est encore faisable, à un coût relativement modéré. Mais voilà, et donc, quelque part, c'est absorbable. C'est sûr qu'à partir du mois de septembre, ça va être beaucoup plus compliqué. Oui, oui. Donc, si là, nous, on est plutôt dans la bonne saison pour décider d'acheter avant les mimosins, quand même, la chaleur, l'été. Si on se décidait là dans l'été, on pourrait avoir quelque chose, pouvoir enlever les cloisons ou quelques modifications techniquement évidemment possibles à moindre coût. Ouais. Ok, ouais, c'est une bonne information. Bah oui, c'est une souplesse. Quand on veut travailler un petit peu sur du sur-mesure, voilà, dans la haute couture, on est sur du sur-mesure comme ça. Et donc, oui, c'est un service qu'on peut offrir, effectivement. Alors, en voilà un autre. Alors, ça, c'est le dernier T2. Exactement. C'est le dernier T2. T2, 2e étage, donc avec une petite orientation sud-ouest, une loggia qui fait un peu plus de 10 mètres carrés, toujours aussi logeable. On arrive à y mettre une table, Bien sûr. déjeuner, sans problème. Donc là, effectivement, c'est le dernier T2 parce qu'on a eu les T2 sont toujours assez recherchés. Évidemment. Bon, voilà. Sur ce sujet-là. C'est un appartement qui est plutôt, qui moi je trouve est bien organisé. D'abord parce qu'il y a un dressing dans un T2, c'est plutôt exceptionnel et ça n'a quand même pas pénalisé la chambre qui reste dans une taille qui est correcte parce que en vrai, depuis quelques années, donc les promoteurs ont décidé de faire baisser les chambres parce que c'est le séjour qui prime et c'est vrai. Ça n'empêche que personne n'a envie d'avoir une chambre de 9 mètres. Voilà, oui. Parce que la taille des lits a grandi et autres. Donc, du coup, je trouve qu'on est tous les plans, pour les avoir tous regardés, on a toujours des chambres qui sont plutôt bien équilibrées, à part, parfois la 3e dernière du T4 qui est un peu plus petite, mais qui est finalement une chambre qui est plutôt plus que secondaire.
Bah, alors, c'est d'autant plus vrai que finalement, la pièce de vie dans nos régions bien ensoleillées et bien chaudes, bah, la pièce de vie, elle ne se regarde pas que par la taille du séjour et de la cuisine, mais elle se regarde aussi par la taille de la loggia parce que c'est vraiment le prolongement de la Bien pièce de vie. sûr. C'est-à-dire que voilà, une fois que la fenêtre est ouverte, bah, vous avez une pièce supplémentaire qui vient se raccorder sur votre séjour. Alors, petit détail sur les projets, et ça, c'est quelque chose, ça, c'est une vraie valeur ajoutée qui a été pensée par notre architecte, c'est que les fenêtres que vous voyez là sont des fenêtres toute hauteur. Alors, je m'explique Ah oui, sur le toute hauteur, c'est-à-dire que elles sont du carrelage à la dalle. Ça veut ah oui, dire qu'il n'y a aucune retombée. Et j'ai visité un de ces projets qu'il avait justement fait comme ça avec Rudy Ricciotti et qui m'a fait visiter. Et quand on rentre dans le logement, tout de suite, pareil, tout de suite, on a interpellé, on se dit, il y a une qualité de lumière qui est étonnante et il se passe quelque chose. Et en fin de compte, ça vient uniquement du fait qu'on va gagner les 30 ou 40 centimètres, parce que d'habitude, on va dire que les, les châssis sont entre 2 mètres, 2 mètres 10, voilà. Là, on est à 2 mètres 50 de haut. Les 40 centimètres qu'on gagne de châssis, de clair de vitrage, eh ben, ça a un apport lumineux et donc la lumière va beaucoup plus profondément dans les pièces et c'est vraiment très agréable. et puis esthétiquement, ça doit être Ah bah oui, magnifique. alors, il y a cet apport lumineux et puis il y a effectivement ce rapport à l'extérieur qui est beaucoup plus présent parce que comme on a une ouverture plus importante, le rapport à Bien l'extérieur sûr. est plus présent. Vraiment, enfin, moi je suis vraiment très très contente en plus de faire participer à ce webinaire, que tout le monde profite un peu de ces menus détails que l'on ne voit pas toujours dans la notice descriptive. Et effectivement, ce sont tous ces petits détails qui font la différence de la qualité du produit que l'on propose. Je suis très contente. Bon. Donc, on a parlé des prestations. Est-ce que vous pouvez me parler Ouais. du système de chauffage? Alors oui, là, euh, justement, comme euh, encore une fois, on est dans une région qui est quand même où le sujet n'est pas tant le chauffage, mais plutôt le rafraîchissement l'été, parce que même en hiver, hein, les périodes de chaud sont extrêmement limitées. À Bormes-les-Mimosas, je pense que si les gens les plus frileux ouvrent leur radiateur du 15 décembre au 15 janvier, voire au 30 janvier, c'est le bout du monde. Ah oui. Par contre, vous voyez, là, par exemple, on est sur une semaine où ça va monter à 40 degrés. Et puis, après l'été, on a des périodes où la température a du mal même à redescendre la nuit, Ouais. même si on est proche de la mer. Et donc, d'avoir un système qui assure le rafraîchissement, en plus du chauffage, pour moi, c'était vraiment nécessaire. Donc, ce qu'on a développé et la réglementation, dans le cadre de la réglementation thermique, hein, bien entendu, mais ça veut dire qu'on a fait des arbitrages. Ce qu'on a développé, c'est qu'on allait chercher donc, des pompes à chaleur qui sont des installations très performantes puisqu'on a un rendement, ce qu'on appelle un COP de 3, entre 3 et 5. C'est un peu technique, mais ça veut dire que pour 1 kW électrique consommé, on a 3 kW de restitution en termes de chaud ou de froid. Donc, ça veut dire qu'on est sur des installations très performantes. Donc, pompe à chaleur individuelle. Donc, là, si on est en résidence secondaire, bah là, on ne paye les charges que de ce qu'on De consomme, sa pas les consommation. charges de l'immeuble, hein, en tout cas pour ces aspects-là. Et la pompe à chaleur, elle n'est pas placée ni dans le logement, ni sur la loggia. Elle est dans un local technique en comble, un local technique spécifique. Et donc, du coup, on n'a pas de nuisance sonore, on n'a pas de nuisance visuelle. Dans les grilles, on a juste dans les logements, on voit juste des petites grilles. Dans certains, si on revient, on peut peut-être revenir sur le plan du logement, comme ça je vous dis exactement. Vous voyez, vous avez une partie grisée, c'est Ouais. une partie où on a un faux plafond. Et donc, on va avoir des grilles qui sont en limite de retombée, qui sont dans la retombée du fond plafond, donc en limite du séjour et en limite de la chambre.
et qui vont venir diffuser le chaud ou le froid à la demande. C'est parfait. Alors, si on reste sur les prestations, on a des prestations, en tout cas, on essaye d'avoir des prestations de qualité avec du carrelage de grande dimension. Alors, dans les T2 et les T3, on est en 45-45 parce qu'au-delà, ça n'a pas trop d'intérêt. À partir du T4, on est en 60-60. On a toutes les douches sont aux normes handicapées, c'est-à-dire qu'on a un ressaut de moins de 2 cm, donc on a vraiment cette sensation d'avoir une douche à l'italienne. Et puis les terrasses extérieures, on n'est pas sur des dalles sur plot, on est sur des terrasses avec des lames en bois. Alors là, justement, c'est un sujet en ce moment, pour continuer à vous faire pleurer sur la vie des promoteurs, c'est un sujet en ce moment, parce que effectivement, par rapport à ce qu'on avait imaginé en essence de bois, bon, on a des petits sujets à régler, mais en tout cas, on sera sur des essences a priori, des essences exotiques, parce que malheureusement, la qualité du bois européen, en termes de pérennité, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Donc, on va chercher des bois exotiques, ça, on n'en est pas fier, mais bon, pour la pérennité de l'ouvrage, c'est quand même mieux. Et donc, on aura des lames en bois qui viennent vraiment rehausser la qualité de ces espaces extérieurs. Bien sûr, et la particularité qui est quelque chose que moi j'apprécie sur ce projet-là, c'est que pour les gens qui en ont peur, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le bois parce que ça grise, ici on est sur des appartements qui sont couverts en loggia, donc la terrasse en bois ne demandera pas d'entretien parce qu'elle est protégée. Exactement. Il y a quelques peurs comme ça que j'essaie de… Oui, mais je comprends. Je comprends, mais en même temps, c'est vrai que c'est un matériau qui est vivant. Et donc, il faut accepter le fait qu'effectivement, il continue à évoluer, mais ça apporte une telle chaleur quand on a ce matériau-là. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'on a privilégié ces éléments-là. Et les volets, on a des volets qui reprennent le bois comme ça. Autre élément, on va dire, qui viennent qualifier le standing du programme. Je le précise parce que ce n'est pas obligatoire, mais on a un ascenseur qui vient desservir tous les étages, parce que quand on est dans un immeuble en R+2, l'ascenseur n'est pas obligatoire. Là, on en a un, donc qui dessert et les sous-sols et les étages, bien entendu. Et puis, on va retrouver… effectivement, bon, c'est à peu près, ouais, je pense qu'on a à peu près parlé de tout. Dans les box, tous les garages sont des garages boxés. J'ai quelques places pour ceux qui le souhaitent, qui peuvent venir en complément de places non boxées. Et après, sinon, j'ai des garages boxés, donc avec la porte, et puis avec un prééquipement pour des véhicules électriques pour pouvoir les lâcher. Vous savez, c'est deux prestations que l'on me demande à peu près de 80% du temps aujourd'hui. 80% du temps, ça a beaucoup augmenté ces dernières années. Mais ça, c'est un vrai gage de qualité du projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y a réfléchi, on a décidé de faire des garages fermés avec un prééquipement de véhicules électriques, on sait qu'on est sur du haut de gamme. Voilà, ça, c'est deux prestations qui donnent le ton, on va dire, sur la gamme du projet. Donc, pareil, je suis très contente. Vous avez bien anticipé les demandes. Parfait. On ne va pas parler trop longtemps de la grille de prix. C'est une opération qui a déjà démarré en commercialisation, qui a été commercialisée essentiellement vendue avec des gens de proximité. Je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Alors, j'ai quelques aussi investisseurs en LMNP, justement, parce qu'ils y trouvent un vrai intérêt dans le produit. Et puis, j'ai également des acquéreurs dont ce sera la résidence principale. Oui, et ça, c'est très important pour moi aussi parce que quand on a des gens du coin qui ont acheté pour être proches en termes de vieillissement de l'opération, en termes de présence en assemblée de copropriété, c'est important. Pour moi, c'est important de ne pas avoir
que des investisseurs, même si je les aime beaucoup. Hein. Mais c'est important pour moi d'avoir une grande variété d'acquéreurs qui soient très, très différents. Je vous propose à tous de discuter de cette grille de prix en suivant de façon très individuelle afin que l'on puisse voir chaque logement. Pour moi, ils sont tous parfaitement pondérés, que l'on puisse voir quel loyer on peut mettre en face et dans quel type d'investissement partir. Donc ça, on le fera avec mon équipe et moi-même de façon individuelle. Est-ce que quelqu'un a des questions? Alors, il n'y en a pas eu pendant le webinaire. Je pense qu'on a été clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai été ravie d'échanger avec vous, Emmanuel. Vous avez été, nos échanges ont été de très grande qualité, mais parce que vous êtes impliqué. Et ça, c'est important. J'ai fait beaucoup de webinaires et c'est rare d'avoir un opérateur qui soit aussi précis et qui s'investisse autant dans ce webinaire. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier, Emmanuel. C'était formidable. Moi, j'ai passé un moment formidable. Ben, écoutez, Nelly, le plaisir a été partagé. Donc, et effectivement, moi, je suis très heureux que vous ayez accepté de prendre la commercialisation de ce programme parce que je pense que en tout cas, on se rejoint sur la vision de ce que doit être l'immobilier et le service qu'on doit apporter aux futurs utilisateurs. Donc, moi, ça me convient très bien. J'ai hâte que le programme puisse se commercialiser avec vous. Voilà. C'est parti. Très bien, merci. Et moi, je me tiens à votre disposition et à la disposition de chacun. Si vous voulez avoir de plus d'informations, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça. Voilà. Allez, ça marche. Merci, Emmanuel. Merci à vous, Nelly. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.